Elle a été l'arrangeur principal et chef de file de l'opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, lancée par le Trésor public burkinabé. C'était du 11 avril au 2 mai 2024. Elle a permis de mobiliser sur le marché financier régional 130 milliards de francs CFA sur 120 milliards attendus. C'est la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière SA2IF sur laquelle nous avons décidé de faire un zoom et c'est maintenant. Dans l'optique de financer le développement, le Burkina Faso, à travers le Trésor public, a lancé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Et pour son accompagnement, le pays a choisi la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière, SA2IF, une société experte dans la proposition de solutions d'intermédiation et de gestion d'épargne financière innovantes. Du 11 avril au 13 mai 2024, elle a mobilisé plus de 130 milliards de francs CFA, soit un surplus de plus de 10 milliards de francs CFA. Le prix de soumission était de 10 000 francs, une obligation coûtait 10 000 francs, donc chaque personne pouvait participer en sa manière afin que l'opération soit une réussite d'ailleurs, qui a été une réussite avec la participation des personnes physiques dont nous avons passé la publicité dans les différents médias. Voilà, je pense que c'est ça qui a motivé plus de personnes physiques à venir souscrire au niveau de notre SGI afin que cette opération puisse être une réussite. Une réussite à mettre à l'actif des différents services que compte la société et les produits qu'elle propose à ses clients. C'est aussi grâce aux solutions innovantes, à en croire le responsable commercial et marketing. Au-delà de la levée de fonds, la SA2IF fait dans la gestion de portefeuille, l'ingénierie financière, la garantie de financement, le courtage et négociation et le conseil et formation. Nous formons, nous conseillons les investisseurs, nous conseillons nos partenaires et nous les formons à ce qu'ils puissent prendre en main leur compte, puisque nous faisons deux types de comptes ici. En compte titre, nous avons des comptes sous gestion mandat où nous-mêmes nous partons sur le marché pour faire des placements pour nos clients. Et il y a le compte gestion libre où le client physique ou le client moral peuvent eux-mêmes gérer leur compte sans notre intervention. Notons que la SA2IF a son siège au Burkina Faso mais intervient dans toute la zone UEMOA. Elle a pour clients les investisseurs institutionnels et traditionnels, les petites et moyennes entreprises et les personnes physiques bancarisées ou non. Son principal objectif reste l'intermédiation financière à travers la structuration et le placement des opérations de levée de fonds. Retour sur ce plan d'ailleurs en titre. Le grand invité, c'est bien Dr Constant Dabiré, promoteur de SA2IF. Bonsoir. Bonsoir et merci de vous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir d'autant plus qu'on veut souvent mettre des visages sur les noms qu'on a et d'autant plus que là c'est un exemple ô combien intéressant. Arrangeur principal et chef de file de l'opération d'emprunt obligataire, 130 milliards de francs CFA levés. Parlez-nous de SA2IF tout de suite. C'est vrai qu'on en a eu un pan. C'est vous qui êtes au début. C'est quoi la genèse? Comment est-ce que vous y pensez? Comment est-ce que vous vous lancez? Et dans un secteur où on n'a pas trop de noms burkinabés comme ça. Merci. Je dirais que la SA2IF, donc une société qui a une vocation africaine, qui vise donc à accompagner les porteurs de projets, les porteurs d'initiatives sur les marchés financiers pour donc les aider à réaliser leurs ambitions. Nous sommes donc une société qui est agréée par l'autorité des marchés financiers depuis 2022, donc qui a pour mission de faire de l'intermédiation financière. Donc de jouer un rôle d'intermédiation entre les agents excédents de capitaux et les agents à besoin de capitaux. Et c'est justement dans ce cadre que nous avons eu l'opportunité de collaborer avec d'autres sociétés africaines, notamment de la sous-région, une du Bénin, une du Togo, pour structurer donc l'opération de l'emprunt obligataire dont vous avez parlé. Mais au-delà des activités de marché, la SA2IF a également pour mission d'accompagner ses clients, d'accompagner sa clientèle en les aidant à trouver des solutions innovantes à leurs besoins de financement. Elle intervient dans tout ce qui concerne la mobilisation de ressources, aussi bien sur les marchés financiers que hors marché financier. Elle les accompagne dans tout ce qui concerne la gestion d'actifs financiers, mais elle intervient également dans les opérations de restructuration d'entreprises. Elle intervient dans toutes les opérations de création
de projet. Donc globalement, elle fait de l'ingénierie financière. D'accord. Justement, j'ai dit tout à l'heure que ce secteur-là, donc très peu souvent on entend parler de l'expertise burkinabé. C'est vrai qu'elle existe, elle pèse. Je pense qu'il y a l'exemple qui est donné. Quel est le parcours justement de Dr Constantin Dabiré? Quel est son parcours? Bon, parlant d'expertise burkinabé, je dirais quand même, nous sommes la 3e société du Burkina. Et vous avez Chorus Bourse, vous avez donc la SBF, qui sont donc en quelque sorte, je dirais, nos prédécesseurs, qui ont également une expertise, un savoir-faire, qui traditionnellement étaient les 2 principaux acteurs sur la place du Burkina, qui donc accompagnent l'État dans les levées de fonds à travers les marchés financiers. Donc c'est dire que cette expertise, je dirais plutôt qu'elle existe. C'est vrai, il y a donc des Burkinabés qui le font. Dans les banques, on trouve des experts en ingénierie financière, en opération de levée de fonds. Pour ce qui me concerne, je dirais que j'ai une formation de base en sciences économiques et de gestion. Mais par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des cabinets d'expertise comptable. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une banque de la place avant de me retrouver dans une banque internationale où j'ai surtout eu l'opportunité de m'exercer et d'affiner mon savoir-faire dans les opérations d'ingénierie financière, les opérations de conseil financier, donc les opérations d'accompagnement d'opérateurs économiques, d'accompagnement de gouvernement, dans la mobilisation de ressources, dans la structuration d'opérations. J'ai eu surtout la chance et l'opportunité de me spécialiser dans le domaine des partenariats publics-privés. Et jusque-là, je fais toujours des travaux de recherche justement dans ce domaine des partenariats publics-privés. Et notamment pour ce qui concerne la gouvernance, la mobilisation de ressources, le financement des projets en partenariat public-privé. Et au-delà de cela, je me retrouve également dans l'ingénierie financière globalement, dans les opérations du marché. Et avec la SA2IF, donc, au-delà des activités de marché également, nous traitons toujours les opérations en lien avec les partenariats public-privés. Donc, c'est dire que Constantin Dabiré est un banquier qui a eu donc la chance de travailler dans plusieurs institutions privées et publiques, qui a eu également la chance d'être auprès du gouvernement burkinabé en tant que conseiller du Premier ministre pendant 6 ans. Donc c'est une expérience qui a été capitalisée et qui a favorisé donc la création de la SA2IF avec des amis ambitieux, des amis banquiers et des amis qui ont estimé qu'il était nécessaire, il était temps également que nous essayons d'apporter notre savoir-faire, notre humble contribution au développement de notre pays. Le PPP, vous dites qu'il est votre sujet de prédilection. J'ai beaucoup d'ouvrages ici là-dessus, le partenariat public-privé, comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité. Il y en a beaucoup. Mais on va d'abord rester sur ce premier sujet avec cette opération qui a été bouclée le 2 mai, 130 milliards de francs CFA mobilisés. Comment est-ce qu'on parvient justement à cela dans ce qu'on sait aujourd'hui, cette conjoncture économique-là, c'est pas seulement burkinabé, régionale et mondiale, qui est faite d'une certaine tension aussi, qui est marquée par une certaine tension. C'est vrai, la question est pertinente et merci de la poser. Et le contexte actuellement est très difficile. Et je dirais que le contexte financier international, il est assez complexe. Le contexte financier régional, il est complexe. Et le contexte financier des pays de l'AES est encore plus complexe, compte tenu de cette crise de confiance, je dirais malheureuse, et qui selon moi ne se justifie pas, qu'ont certains acteurs de ces pays. Mais il faut dire que cette opération a réussi, a été un bel exemple, grâce au savoir-faire, à la technicité, à l'expérience et à l'organisation du ministère en charge des Finances, il faut le reconnaître, des agents du Trésor burkinabé qui jouent une très belle expertise en la matière, d'un savoir-faire à la matière, qui ont initié l'opération et qui ont accompagné la SA2IF pour la réussite de cette opération, il faut le reconnaître. Et grâce également à la participation des sociétés d'intermédiation de la sous-région, notamment je vous ai parlé d'un consortium qui a été constitué d'une EGI du Burkina, notre EGI du Togo, la EGI Togo et du Bénin. Et c'est l'occasion de dire merci à ces autres collaborateurs, à ces autres partenaires, je dirais surtout, qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés. Et je dirais que le succès que vous avez vu est un succès lié justement à ce consortium qui a été formé. Mais également, c'est un succès qui peut se justifier par un sursaut patriotique, il faut le dire. Les banques burkinabées ont contribué à l'opération. Elles ont massivement contribué, les compagnies d'assurance ont contribué, les caisses de retraite et de pension ont contribué. On a senti un engagement
des investisseurs institutionnels burkinabés. Et je pense que c'était un cas rare. Vraiment rare, il faut essayer à lieu de le dire. Et ce sursaut patriotique donc a permis la réussite de l'opération. Et donc c'est l'occasion de dire merci, de remercier tous ces acteurs, ces investisseurs institutionnels qui ont cru au Burkina avant tout, qui ont cru en l'État et qui ont contribué à la réussite de l'opération. Justement, quand on parle de SA2IF, c'est constitué c'est le 2 février 2022. Oui. Certains parlent de précocité. Parce que pour réussir une affaire pareille, pour une structure qui n'existe d'il n'y a pas si longtemps, dernier né DSGI, vous êtes d'accord, précocité ou pas? Précocité, c'est peut-être trop dit, parce que comme je l'ai dit, vous avez donc au sein de la SA2IF des actionnaires de référence, des actionnaires qui ont fait leur preuve dans la sous-région, des actionnaires qui ont fait leur preuve dans des institutions internationales. Vous avez au sein du conseil d'administration également des actionnaires de référence qui ont également fait des preuves. Et parmi ces plutôt des administrateurs, je m'excuse, au sein du conseil d'administration, et parmi ces administrateurs, vous avez des anciens ministres des finances, de l'économie, et donc une expérience quand même à la matière, et qui siègent au sein donc du conseil d'administration de la SA2IF. Et je pense que la qualité de sa gouvernance, la qualité de ses intervenants au sein de son conseil, la qualité des actionnaires ont contribué, je dirais, à la réussite de cette opération, sans oublier toutes les bonnes volontés qui ont décidé donc d'accompagner l'initiative, d'accompagner donc le projet. C'est-à-dire au final que cette réussite est dédiée à toutes ces personnes. Il y a eu vraiment une volonté collective d'accompagner cette initiative. Et c'est donc l'occasion de dire merci à ces personnes. Et sans cette volonté vraiment collective, peut-être que nous n'en serons pas là. Et donc, précocité, oui, mais quand on tient compte justement de l'expertise, l'expérience de tous ceux qui sont donc autour du projet, je pense que ça peut se justifier. Et aussi, quand on comprend bien la collaboration du gouvernement, la collaboration du ministère des Finances, il était tout à fait normal que l'opération réussisse. D'accord. On va faire aussi un peu de pédagogie parce que c'est aussi le principe de l'émission. Oui. Quand on parle de marché financier, qu'est-ce que c'est de façon claire et puis quelles sont les principales fonctions de ce marché-là? Quand on parle de marché financier, c'est vrai, je crois que sur certaines chaînes de la place, sur certaines chaînes internationales, ce sont des questions que j'ai eu à évoquer. Je dirais simplement que le marché financier peut être considéré comme un lieu abstrait, concret, où se rencontre donc l'offre de financement, le besoin de financement, où se rencontrent donc des acteurs, notamment des investisseurs qui viennent donc placer leur épargne en acquérant des titres en contrepartie. Donc c'est un marché, c'est un lieu où vous avez des offreurs et vous avez des demandeurs de titres. Et la rencontre de ces offreurs, ces demandeurs, permet donc de déterminer ce qu'on appelle un prix d'équilibre, une quantité d'équilibre, et permet donc de réaliser des transactions. Donc c'est un lieu où on va donc réaliser des transactions financières. On va lever de la ressource pour pouvoir réaliser des investissements. D'accord. Et lorsqu'on voit l'opération, comment c'est segmenté, on se rend compte que la participation du secteur bancaire, c'est 44%. Ouais. Les organismes de retrait pension, 23%. Et le secteur des assurances, 14%. Ouais. Vous disiez, il y a eu beaucoup de patriotisme derrière. Quel est le regard sur cette répartition pour un appel public à l'épargne? Pour un appel public à l'épargne, je pense que cette participation se justifie. Parce que quand on prend notre zone qui est assez particulière, quand je dis notre zone, un peu l'espace UEMOA, généralement dans ce type d'opération, ce sont les banques le plus souvent qui interviennent massivement et ça se comprend. Parce que ce sont les banques qui ont à la fois les fonds de compagnie d'assurance, qui ont les fonds de caisse de retrait, c'est tout à fait normal. Le modèle financier sont tels qui ont la ressource, donc sont tels qui interviennent beaucoup. Après les banques, vous avez effectivement les fonds de pension, les caisses de pension et vous avez les assurances. Vous avez également des fonds d'investissement qui interviennent. Dans le cas de cette opération, il y a eu quelques fonds d'investissement qui ont intervenu, mais pour des montants, c'est vrai, pas très significatifs. Sinon, on a également des fonds d'investissement. Et sous d'autres cieux, ces fonds d'investissement interviennent massivement. Et d'ailleurs, dans l'un de mes ouvrages, j'en parle, à travers ce type d'opération, pour contribuer au financement des économies. Donc, cette clé de répartition, je dirais, est plus ou moins justifiée.
Maintenant, la particularité de cette opération était que les banques burkinabées surtout ont beaucoup contribué. C'est vrai, on a des banques étrangères qui ont contribué, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais cette fois-ci, il y a eu une forte mobilisation des banques burkinabées qui étaient vraiment conscientes de la situation et qui avaient envie d'accompagner l'État, qui avaient envie de financer l'économie nationale. Et justement, parlons de ce marché-là, où se rencontrent ceux qui ont besoin et ceux qui ont capacité de financement. Celui régional, oui. Est-ce qu'il est vraiment en bonne santé? Est-ce qu'il bouge pour ceux qui ont envie de faire de la mobilisation des ressources, que ce soit pour des États ou pour des privés? Je pense que notre marché financier actuel, quand même, est un marché, il faut reconnaître, qui est bien placé en Afrique, qui doit occuper, je crois, entre la 3e et 4e place. Et quand vous regardez la capitalisation boursière de ce marché, c'est-à-dire la valeur des titres qui circulent sur ce marché, à fin juin, nous étions autour de 19 000 milliards de francs CFA. Et quand même, je pense que c'est un marché qui est assez attractif, c'est un marché qui fait du volume, même s'il est vrai qu'il est de plus en plus reproché à ce marché, dans sa globalité, que ce soit le marché financier, que ce soit le marché monétaire, le manque de profondeur, c'est-à-dire la difficulté qu'on rencontre un peu dans ce marché, comme dans la plupart des marchés africains, c'est cette capacité de pouvoir échanger les titres après l'émission primaire, c'est-à-dire après la première émission. Il y a ce qu'on appelle un marché secondaire, un marché de l'occasion, où ceux qui ont déjà acheté des titres ont la possibilité de les revendre. À ce niveau, c'est vrai qu'on parle d'un problème de profondeur, mais des initiatives sont en cours, des propositions sont en cours pour permettre donc d'assurer cette profondeur du marché en vue qu'il soit très liquide. Parce que celui qui achète un titre, et certes, il l'achète pour réaliser un profit, mais à un moment donné, il peut avoir envie de le céder. Et justement, pour cette raison, on a ce qu'on appelle le marché secondaire qui permet de céder les titres. Et c'est vrai, sur ce marché secondaire, les titres sont cédés, ça c'est vrai. Mais comparativement aux grands marchés financiers, aux marchés occidentaux, européens, américains, à notre niveau, il y a ce problème de profondeur du marché secondaire qui se pose, c'est une réalité. Mais je crois qu'avec tout ce qu'il y a eu comme réflexion et tout ce qu'il y a comme réflexion actuellement dans les années à venir, nous pensons qu'il y aura donc des solutions pour pouvoir assurer la liquidité, la profondeur de ce marché secondaire. Donc revenant sur votre question, je pense qu'on a un marché qui est quand même assez dynamique, oui, qui est assez bien placé en Afrique et qui fait assez d'innovation. Et d'ailleurs, quand on regarde actuellement, il y a des initiatives en cours pour développer un compartiment dédié aux matières premières. Il y a actuellement également au niveau des autorités du marché des études pour créer un compartiment dédié aux produits dérivés. C'est-à-dire que dans les années à venir, ce marché augure de belles perspectives selon nous. Il est en train de se diversifier, il est en train de s'innover, il est en train de s'adapter non seulement à la réalité de nos économies nationales, mais également à la réalité des conditions internationales. Donc pour moi, c'est un marché qui a de l'avenir, qui a des perspectives. Mais bon, bien sûr, comme tout marché, il a ses contraintes et je pense que ces contraintes également permettent de réfléchir et de trouver des pistes de solutions. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure on parlait d'une opération, derrière c'est l'État, mais vous faites des opérations de courtage, de placement, de gestion sous mandat, et je pense de l'ingénierie financière aussi de façon très claire. Mais dans tout ça, est-ce que le secteur privé est vraiment conscient de ce que peut être votre apport justement dans leur évolution? Est-ce que vous sentez qu'il y a une conscience de cela? Je pense que c'est l'occasion de vous remercier pour cette opportunité que nous avions sur ce plateau. Le secteur privé, oui, commence de plus en plus à prendre conscience. Et aussi, il faut dire qu'au niveau des acteurs du marché, depuis un certain temps, il y a des initiatives visant à faire de l'éducation financière. Et même à la SA2CF, si vous vous rappelez bien, nous avons organisé en février passé un forum sur l'investissement boursier. Nous avons un certain nombre d'initiatives que nous avons organisées. Nous avons même fait un peu des émissions sur certaines chaînes de télé pour parler de la bourse, des produits boursiers, des produits financiers. Et ceci vise donc à faire de l'éducation financière, à sensibiliser les clients, à sensibiliser les ménages et à montrer aux ménages, à montrer aux entreprises qu'au-delà des produits bancaires classiques,
on peut trouver également d'autres types de produits, des produits financiers attractifs, des produits financiers à forte valeur ajoutée et des produits financiers à fort rendement. Et cela fait partie effectivement de nos objectifs. Et je crois que c'est l'occasion de remercier aussi les médias. Depuis un certain temps, quand on regarde le cas spécifique du Burkina, les médias commencent à s'intéresser justement, dont vous, à ces questions justement sur le marché financier, à voir comment faire de ce marché un marché attractif, voir comment sensibiliser les populations, sensibiliser les ménages, les entreprises. Et nous pensons que le marché offre des perspectives. Avec ce travail d'éducation qui est en train d'être fait, nous pensons que dans l'avenir, il y aura de la place. Et ce marché a de belles perspectives selon nous. D'accord. Je pense que du 10 au 14 juin, c'était juin dernier là, vous parliez de ces rencontres justement, vous avez organisé un séminaire, c'était sur la thématique de la gestion actif-passif, dédié justement aux techniciens, il y avait les directions générales qui y étaient, membres de conseil d'administration, compagnie d'assurance, réassurance et tout. Donc ça participe aussi de cette communication. Exactement, ça participe de cette communication. Et cette formation visait justement à réunir les acteurs bancaires, les acteurs des assurances pour réfléchir sur l'équilibre bilanciel, pour réfléchir sur l'optimisation, quelque part, in fine, de la gestion de la trésorerie de ces institutions, tout en sachant justement que c'est cette trésorerie qui est placée sur les marchés financiers. C'est cette trésorerie qui permet de participer à des emprunts obligataires pour permettre à l'État de mobiliser des ressources pour pouvoir financer l'économie. Donc il était tout à fait normal que nous puissions réfléchir et voir comment ces acteurs financiers de premier plan peuvent effectivement optimiser la gestion de la trésorerie, optimiser la gestion de leur équilibre bilanciel pour pouvoir réagir, pour pouvoir faire des investissements à fort potentiel, des investissements à forte valeur ajoutée sur le marché financier, donc in fine pour pouvoir placer leur trésorerie. Et je pense que ça a été une très belle initiative, et parce que les banques ont fortement participé, les assurances ont fortement participé, il y a eu de grands débats autour de la thématique, et c'est un thème qui aujourd'hui est un thème d'actualité. C'est-à-dire on ne peut pas parler de marché financier aujourd'hui sans parler donc de gestion actif-passif, sans parler de la gestion de l'équilibre du bilan. C'est un élément assez intéressant. Et quand on parle de l'équilibre du bilan, il ne s'agit pas en fait de l'équilibre comptable qui voudrait que total actif égale total passif, mais on va au-delà. C'est de montrer comment, par exemple, des ressources à court terme doivent être utilisées pour financer des emplois. C'est très important. Et quel type d'emploi faut-il financer? Peut-on utiliser des ressources à court terme pour financer des emplois à long terme? Si oui, dans quelles conditions? Quel est l'impact sur l'équilibre du bilan? Voilà, vraiment, c'est des questions très techniques. Mais c'est des questions également intéressantes. Et quand on parle de marché financier, on ne peut pas occulter aujourd'hui, et surtout pour des banques, des assurances, ces thématiques. D'accord. Et pour terminer, moi j'ouvre une petite brèche parce que je ne peux pas avoir le spécialiste des PPP et le laisser partir comme ça. Celui qui a écrit plusieurs documents que j'ai ici, j'ai parlé du partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques. Il y a financement d'un projet de partenariat public-privé, mission du consultant et guide méthodologique. Vous prenez ici encore financement et gouvernance des infrastructures via les partenaires public-privés. C'est le dernier. Ouais. Justement, à un moment donné au Burkina, tout était... On entend PPP. Mais beaucoup aussi ont eu un peu peur, se disant, bon, on parle de PPP, est-ce que c'est pas un processus d'endettement encore et puis on va souffrir? Et après, est-ce que c'est viable? Quand on parle de PPP, c'est quoi? Vous avez raison. Et avant de répondre à la question, je dirais que quand vous venez par exemple sur le dernier ouvrage que j'ai fait, en fait, je parle du financement et de la gouvernance des infrastructures. Donc au-delà même de la question des PPP, ici est donc de réfléchir sur la gouvernance. Donc ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Il faut donc assurer cette gouvernance des infrastructures. Il faut tenir compte des indicateurs de bonne gouvernance justement dans la mise en œuvre des infrastructures, donc dans la mise en œuvre des PPP. Il ne s'agit plus de se contenter de financer, mais il faut tenir compte des indicateurs de gouvernance, des indicateurs de performance, et s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art, et s'assurer que la personne publique qui, en dernier ressort, va financer ce projet, va supporter ce projet, s'assurer que ses intérêts sont sauvegardés. Qu'est-ce qu'un PPP? Je vous dirais que le PPP, en réalité, est un contrat entre une personne publique, une personne
privés en vue de la réalisation d'objectifs, notamment de la réalisation d'infrastructures et d'utilité publique. La notion est très importante, d'utilité publique où les anglo-saxons parleront plus d'intérêt général. Donc, dans la mise en œuvre de ce projet, la partie publique recherche un partenaire privé du fait de l'expertise, de l'expérience, du savoir-faire que ce partenaire public et privé peut apporter à la partie publique. Et au-delà de cela, du fait de la capacité de ce partenaire privé à pouvoir mobiliser des ressources pour réaliser ces infrastructures. Je dirais que dans le PPP, on introduit le système du management privé dans la sphère publique. Et ce, voyez, on va donc introduire le système de management privé. Comment sont gérées les entreprises privées? Quels sont les systèmes de gestion des entreprises privées? On essaie donc de les introduire dans le système public pour rendre ce système public plus performant à travers donc la réalisation d'infrastructures. Quand on regarde, on sait que c'est un bon mécanisme de financement, notamment pour les infrastructures, parce que c'est un besoin fort qu'on a, et ça devient un modèle intéressant. Oui, un modèle intéressant, mais il faut dire aussi que tout ne se fait pas en PPP, et justement c'est pour qu'on parle de gouvernance. Et quand on parle de PPP le plus souvent, il faut aussi retenir que c'est la puissance publique qui définit ses objectifs. Et ces objectifs sont définis en fonction de sa stratégie de financement des investissements, en fonction de sa politique publique. Ça, c'est très important. Et c'est dans ce cadre justement de la politique publique que la puissance publique va définir sa stratégie d'investissement. Et dans cette stratégie d'investissement, elle va définir la réalisation d'un certain nombre d'investissements à travers les partenariats publics-privés. C'est pourquoi justement, dans la plupart des pays, vous avez des stratégies en matière de partenariat public-privé. Et dans cette stratégie, on dira quels sont les types de projets qu'on peut réaliser en partenariat public-privé. Donc, d'un pays à un autre, ça peut varier. Vous aurez un pays qui vous dira que moi, j'autorise par exemple qu'on fasse des hôpitaux en PPP. Un autre pays vous dira, ah non, moi je ne ferai jamais d'hôpitaux en PPP. Vous voyez? Parce que cela s'inscrit d'abord, comme je dis, dans le cadre de la politique publique. Et c'est la puissance publique qui définit. Et le PPP est avant tout un contrat public. Le contrat PPP est avant tout un contrat public, même si le privé vient pour apporter un savoir-faire, pour apporter une expertise, pour apporter une valeur ajoutée, pour apporter un financement. Donc il vient pour rendre une infrastructure plus performante en vue de pouvoir répondre aux besoins des usagers que nous sommes, vous et moi. D'accord. Justement, dernière question, parce qu'on sait que le besoin en infrastructure il est très affirmé. Est-ce que le marché financier peut être aussi une alternative? Mais si. Quand on regarde aujourd'hui, on utilise même le marché financier pour financer des infrastructures. Ah oui, ça se fait. Et le plus souvent, quand vous prenez par exemple la plupart des sociétés publiques qui vont sur le marché, notamment les ports. Le port d'Abidjan est parti plusieurs fois sur les marchés. J'ai eu même l'occasion de suivre certaines opérations du port d'Abidjan. Le port de Dakar est allé plusieurs fois sur les marchés financiers pour lever des ressources en vue donc de réaliser des infrastructures. Quand vous prenez les sociétés de télécom, en son temps, Airtel Burkina, c'était Celtel Burkina, était allé sur le marché financier justement pour pouvoir financer ces infrastructures. Dans le secteur de télécom, dans le secteur comment dirais-je, de transport, notamment aéroportière. On réalise beaucoup d'investissements à travers donc les marchés financiers. C'est même l'occasion, le marché devient donc en quelque sorte, l'occasion devient en fait l'opportunité, devient l'alternative qui permet de mobiliser assez facilement des ressources assez importantes pour réaliser des investissements. Et le marché est fait pour ça en fait, pour permettre de lever des fonds. Et l'avantage d'aller vers le marché pourrait s'expliquer. Vous voyez par exemple, quand vous avez un projet, vous avez un investissement à réaliser, vous allez vers une banque, elle va poser des conditions. Évidemment. Vous aurez la banque comme interlocuteur. Et vous verrez que le plus souvent, les conditions sont assez plus compliquées. Alors que quand vous allez vers le marché, vous n'avez pas un individu en face de vous. Vous aurez plusieurs investisseurs d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Mais simplement, vous émettez, vous, les titres. Et ces investisseurs qui sont intéressés, à travers donc des intermédiaires comme des SGI, tels que notre société, viendront donc acquérir ces titres et vous donner de la liquidité qui vous permettra donc de réaliser des investissements. Et l'avantage du marché financier peut également se justifier par la flexibilité dans la mobilisation des ressources, l'utilisation des ressources et dans le remboursement. Et le marché financier accroît la crédibilité de l'entreprise qui y va.
Parce que quand vous allez sur le marché financier, vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de contraintes, à un certain nombre d'exigences. Ce qui donc rassure vos partenaires sur votre capacité à pouvoir honorer vos engagements. Et je pense que c'est un des éléments du marché. Et pour finir également, le marché financier facilite ou accroît la liquidité. C'est-à-dire sur le marché, vous pouvez mobiliser plus facilement de la liquidité pour financer vos investissements. Donc le marché est une opportunité. Certes, il a beaucoup d'exigences et des contraintes, parce que sur le marché, vous ne pouvez pas venir et dire « Ah non, je ne peux pas rembourser. » Ah non. Quand vous avez des soucis en banque, vous pouvez aller négocier, vous pouvez aller faire des gestionnements, mais sur le marché financier, ce n'est pas possible. Lorsque vous vous engagez, vous devez payer donc à échéance. Merci. On le comprend. En tout cas, merci d'être passé, Dr Constant Dabiri. Ça a été un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Et comme on dit au JDS, les portes restent ouvertes. Parce que les sujets, on ne les épuise pas seulement en 30 minutes, ça c'est clair. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. On va toujours parler économie.